Muriel Duny à Alain, Adam, le pouvoir de Patrick Dubois et de Lydia Brotos à Claire, Orlaville. Donc si on vote pour, il faudra que tu lèves 3 mains. Alain aussi d'ailleurs. Le pouvoir de Raphaël Tracol pour Christine Vasse. Le pouvoir de Jean-Michel Godet pour Jean-Pierre Payette. Alors j'ai le pouvoir de Christophe Gérard. Eric a le pouvoir de Géraldine Roche. Et Alain a le pouvoir également d'Aurélie Hamel. Il n'y a pas d'autre pouvoir en votre possession? Bon. Donc il nous faut désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Donc habituellement Aurélie est presque désignée d'office, mais oui, c'est ça. Donc normalement c'est le deuxième jeune qui monte au front. Donc si tu veux bien Geoffroy, c'est juste relire après. En plus il n'y a qu'un point à l'ordre du jour, ça ne devrait pas être trop insurmontable. Je te remercie. Donc on va commencer par l'approbation du compte-rendu de la précédente séance. Du coup, est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu de cette séance? Donc, procès-verbal du 1er février 2022, journée dont je me souviendrai longtemps. Pas de demande de modification, pas de suggestion. Donc, on va considérer ce procès-verbal comme adopté. Et donc, l'ordre du jour aujourd'hui porte principalement sur une question donc, qui était utile de mettre à l'ordre du jour et de voter rapidement compte tenu des délais dans lesquels on va pouvoir, je l'espère en tous les cas, mener ce projet. Donc, c'est l'autorisation de signature d'une convention constitutive de groupement de commandes entre la commune de Douvres et la commune de Luc-sur-Mer, donc relative aux travaux d'aménagement de la rue du Bout-Varin. Donc, ce qu'on peut peut-être, c'est, avant même de passer cette convention, on l'avait mis en question diverses, mais c'est peut-être plus logique de présenter le projet, puisque ça faisait partie des sujets qu'on voulait vous présenter de toute façon. Jackie, tu compléteras, s'il y a besoin. Du coup, attends, je vais te donner un micro aussi. Tiens. Donc la rue du Bouvard, tout le monde voit où c'est. Bon, il y a certains qui la pratiquent plus que d'autres. C'est donc évidemment la RD 35 qui vient de Cresseron et qui arrive au feu de la basilique. Donc on va commencer par le bas, puisque le haut du projet se trouve en bas donc, du slide. Donc là, on a Agrial, ici. Ici, ça doit être les silos, magnifiques silos d'Agrial, qui peut-être vont disparaître. Donc, dans le cadre du projet, donc on a discuté de nombreuses reprises avec nos amis lutins. Donc, on avait plusieurs priorités. D'abord, donc, faire en sorte que nous puissions y adjoindre une circulation douce, puisque sur chaque projet d'aménagement routier qu'on mène depuis de nombreuses années, systématiquement, on y ajoute cette question des circulations douces, alors avec plus ou moins de facilité, compte tenu du fait que quand on se situe sur des rues existantes, on n'a pas forcément la taille, la surface, la largeur qui nous permet de faire des choses telles qu'on aurait pu souhaiter les faire. Donc, pour partie, c'est le cas d'ailleurs de cette rue, cette rue du Bouvard. On voulait aussi que ce soit une entrée de ville qui soit apaisée, à la fois parce que il y a l'école évidemment qui voit beaucoup d'enfants venir traverser la rue, se promener donc dans cet espace-là. Il y a un flux de véhicules aussi qui est relativement important. Et donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir apaiser la circulation, faire en sorte qu'on ait beaucoup plus qu'on l'a aujourd'hui, l'image d'une entrée de ville, alors qu'aujourd'hui, finalement, on se sent encore un peu sur une route départementale quand on descend de Cresseron. Comme ça descend, ça a tendance à en plus accélérer la vitesse déjà naturelle des véhicules. Donc là, on est sur le haut. Alors, apparaît ici un projet qui est encore en discussion avec Agrial à l'heure d'aujourd'hui, de poursuite de la piste cyclable qui aujourd'hui passe derrière Agrial, voilà, pour rejoindre la rue de Bourgogne, et qui donc pourrait, par un élargissement, ça suppose de récupérer
78 mètres carrés, je crois, de la propriété d'Agrial pour pouvoir réaliser un espace de 3 mètres, donc permettant d'avoir une voie partagée donc, qui descend plus directement, ce que d'ailleurs déjà beaucoup de cyclistes font quand ils viennent de Cresseron par la piste cyclable. Il n'y en a pas tant que ça qui font le détour de toute façon par Agrial. Donc avec évidemment la traversée, elle existe déjà là, hein, juste récupérer la traversée ici et ensuite donc repartir sur une voie partagée donc qui va aller jusque donc la rue de l'Arbalète, hein. Donc juste au-dessus, on a là, à cet endroit-là, on a le carrefour de la rue de l'Arbalète et de la Venelle du Bouvarin, hein, c'est comme ça que s'appelle la partie lutine, ou chemin du Bouvarin, c'est ça. Alors, le choix déjà qui a été fait, c'est de faire en sorte que je dirais la circulation logique pour les véhicules venant de Cresseron ne soit plus l'entrée directe et rapide dans la commune, mais plutôt une déviation vers l'avenue des Hautes-Devises. C'est-à-dire que voilà, les gens qui veulent aller vers Caen, par exemple, doivent tourner directement ici plutôt que de descendre sur la rue du Bouvarin. Alors, il y a encore des petits ajustements à trouver parce que, du coup, tel que c'est dessiné aujourd'hui, là, c'est un terre-plein, hein, donc qui n'est pas franchissable normalement. Donc, les véhicules viennent ici et ensuite repartent pour aller vers la RD 35. Bon, ça pourra sans doute remonter légèrement là, reculer le haricot, quoi. Et le reculer, voilà, pour que la visibilité soit meilleure et puis que le mouvement qui va quand même exister encore, parce que tout le monde ne va pas tourner sur la droite quand ils vont venir ici, donc des gens qui vont directement vers Cresseron ne soient pas pénalisés par le dessin de ce terre-plein là qui est quand même aujourd'hui assez mal positionné. Mais enfin, l'idée c'est quand même que de toute façon, par un aménagement paysager ici, et puis donc par du marquage au sol et par donc aussi Bon, sachant que si on faisait apparaître une voiture avec l'échelle, le gabarit d'une voiture avec l'échelle, on s'apercevrait que c'est quand même c'est assez confortable quand même. Oui, Hein. c'est très large. C'est pas du tout le rond-point de Tailleville. Hein. Le fameux. Donc là, il y a un système de barriérage hein, qui va suivre. Donc les barrières qui existent aujourd'hui vont être changées parce qu'elles sont esthétiquement pas forcément très valorisantes. Et donc ce sera finalement un plateau. Hein. C'est une rue qui sera un petit peu comme on va le faire aussi pour la Froide-Rue, donc sur un seul plateau. Et donc les piétons, les cycles, largeur 3 mètres, seront protégés par donc un barriérage modifié, mais qui fera l'effet de celui qui existe aujourd'hui, sauf que la distance entre la haie de l'école et puis le barriérage est bien inférieur à 3 mètres aujourd'hui. Donc c'est un élargissement quand même assez net de cette voie-là. Voilà, donc il y a... alors ça, c'est un projet qui est déjà un petit peu antérieur, parce que du coup, ça saute. Hein, ça, c'était des marquages qui étaient voulus par le conseil départemental. Alors, je sais pas, ils ont sans doute un goût pour ce genre d'esthétique, mais du coup, on va plutôt remplacer ça par des parties piétonnes traversantes, parce que là, l'idée, c'était que les gens voient qu'il y a une entrée, donc il va y avoir un marquage par une résine différente à cet endroit-là, mais pleine, pas sous cette forme-là, et puis avec des passages piétons qui vont permettre la traversée beaucoup plus facile de cet espace. Donc c'est les modifications qui ont été faites récemment. Voilà, donc il y a toujours l'entrée et sortie de l'école, hein, donc avec potentiellement toujours la problématique de stationnement des véhicules des parents qui viennent déposer leur cher Hubin, qui probablement, voilà, il y aura des possibilités, hein, puisque là ça sera sur un seul tenant. Ici ce sera un trottoir, donc ce sera marqué différemment, donc ça aura son objet ce sera un trottoir, mais certaines voitures, je pense, ne manqueront pas de continuer, pour l'instant en tous les cas, à se stationner à cet endroit, sachant que les traversées piétonnes sécurisées seront à l'endroit des entrées et sorties de l'école. Donc voilà, sur la partie haute, et donc qui est la partie la plus fréquentée. Alors il y a aussi, mais là on ne distingue pas forcément très bien, il y a aussi
des plateaux ralentisseurs. Alors, il me semble qu'il y en a un à cet endroit-là, Jackie, c'est ça? Ça. Hein, juste devant l'entrée, et puis il y en a un autre après, Voilà. mais il y en a un à cet endroit-là déjà. Donc toute cette partie-là, c'est un plateau qui va faire que les voitures, de toute façon, vont devoir ralentir de façon significative. La vitesse, de toute façon, sera 30 à l'heure, hein, la vitesse réglementaire. Sachant que les revêtements de ces plateaux seront des pavés collés, quoi. Oui, c'est ça. Donc ce sera bien visible quand même, et ça marquera en tous les cas une différence par rapport au bitume de la route. Voilà, donc a été conservé quand même un trottoir sur ce côté-ci pour que les gens qui vont sortir de leur propriété, sur le côté lutin, puissent avoir à la fois la capacité de pouvoir, de façon piétonne, aller jusqu'à éventuellement la prochaine traversée et passer de l'autre côté, ou même puissent, en sécurité, sortir de leur propriété, parce que sinon ils seraient sortis directement sur la route départementale, ce qui n'était pas, de toute façon, sans doute acceptable par le département. Donc on a conservé quand même un trottoir sur toute la longueur de la voie, donc, y compris donc, sur la partie qui va descendre là. Donc on retrouve un deuxième plateau juste à cet endroit-là, juste avant en fait les deux arrêts bus qui seront donc après discussion aussi avec la région, donc marqués sur la route. Donc les bus resteront stationnés sur la route. Les enfants descendront ou monteront selon le sens évidemment. Donc sur les voies piétonnes douces qui sont de chaque côté en fait. Donc là il y aura un élargissement évidemment au-delà des 3 mètres, hein, sur la partie basse, juste avant la rue de l'Arbalète. Et ensuite, donc, on va rentrer, c'est pour ça que le carrefour de la rue de l'Arbalète est marqué comme ça. On va rentrer sur une zone qui va être une zone 20 derrière. C'est-à-dire que sur la dernière partie de la rue du Bouvarin, la vitesse va être à 20 et on sera sur une zone de rencontre, une zone partagée, piétons, cycles et voitures, sachant qu'on n'a là plus du tout la place pour pouvoir réaliser la poursuite de la voie partagée à 3 mètres, parce que sinon, ou alors il fallait faire un sens unique, hein, il fallait la transformer en sens unique, ce qui, par rapport au fonctionnement du matin et du soir pour l'école, était juste impossible à imaginer de toute façon. Voilà, donc il a conservé quelques places de stationnement, je crois que c'est juste à cet endroit-là, juste au-dessus, là. Et puis il y en a quelques-unes là qui sont, en fait, ce seront des places qui seront longitudinales, alors qu'aujourd'hui, ce sont des places qui sont donc en haricots là devant la congrégation. Voilà, donc les gens qui rentreront sur la rue de l'Arbalète seront aussi donc en zone 20, donc, puisque la rue de l'Arbalète a déjà été mise en zone 20 de toute façon. Et donc on sera dans un climat normalement apaisé, partagé. Et donc il nous faudra travailler sur la partie, nous, en complément du projet, c'est pas dans le projet, hein, donc de la rue de l'Arbalète qui va jusqu'au parking qui existe aujourd'hui, juste après le lycée, là, et juste avant les propriétés. Donc pour pouvoir faire en sorte qu'on reste sur un esprit partagé, doux, que les scolaires, les lycéens qui passent à pied assez souvent par là, ils auront les bus à récupérer de toute façon. Et puis que voilà, tous les jeunes qui peuvent passer en vélo le fassent en toute sécurité. On a eu aussi quelques remarques de riverains qui se plaignaient justement du fait que les voitures, aujourd'hui, passaient relativement vite à cet endroit-là, malgré l'étroitesse. Il faudrait en vouloir pour passer vite là, mais a priori, il y en a quelques-uns qui en sont capables. Voilà. Et, oui. Alors là, ici, c'est piéton-vélo, c'est partagé jusqu'à la rue de l'Arbalète. Jusqu'à la rue de l'Arbalète. Il y a 3 mètres. Alors, sauf à un endroit où on a dû rétrécir un tout petit peu. Je crois que c'est à cet endroit-là, puisqu'il a fallu conserver le trottoir de l'autre côté. Et donc, on doit tomber à 2,50 m, mais en tous les cas, on a un espace qui va être dimensionné pour ça. Oui, la question que je me posais, c'est comme on est dans une descente, qu'il y aura peut-être des lycéens qui descendront par là, que les vélos soient raisonnables, quoi. Parce qu'il y aura quand même pas mal de piétons à ce moment-là. C'est toute la problématique des voies partagées. Ouais. Bon, il faut que les vélos sont pas prioritaires pour le coup sur une voie partagée, hein. C'est quand même le piéton qui est prioritaire sur le vélo.
De la même façon d'ailleurs que dans la partie zone 20 en bas de la rue du Bouvarin, ce sont d'abord les piétons qui sont prioritaires, puis les vélos, puis les voitures. Donc l'ordre est bien celui-là. Donc oui, il repasse par la rue des Roujas. Oui, oui. Non, il y en a quelques-uns qui passent par là aussi, mais ce n'est pas la majorité. La majorité, ils sortent de l'autre côté, de toute façon par la rue de l'Arbalète, mais côté croisement rue des Roujas. Mais bon, de toute façon, l'intérêt, c'est de sécuriser tous ces espaces et de faire en sorte qu'on ait vraiment une impression beaucoup plus forte que celle d'aujourd'hui. Ce ne sera pas très compliqué, mais d'entrée de ville, d'entrée dans la ville finalement, et d'entrée sécurisée dans la ville. Et en priorité, toujours, piétons, cycle, de toute manière, de façon évidente. Donc il y aura un marquage, y compris donc ici, il y aura des marquages juste après le carrefour de la basilique, hein, avec des pavés en résine qui seront assez imposants et qui donc marqueront l'entrée de la zone 20. Et donc ça sera très clairement affiché. Donc à tout le monde de respecter cette vitesse, en tous les cas le plus proche possible de la vitesse voulue. Donc voilà, le trottoir sera aussi préservé. Donc les piétons pourront quand même marcher sur chaque côté de la rue du Bouvarin. Il reste un trottoir de chaque côté quand même. Mais le principe d'une zone 20, c'est que le piéton sur la route est prioritaire sur le vélo et sur la voiture de toute façon. C'est une zone de rencontre, comme la rue du Général de Gaulle, où le piéton est prioritaire. Donc voilà un petit peu à quoi ça devrait ressembler. Donc nonobstant donc les deux ces éléments-là qui ont disparu et donc un nouveau dessin à attendre pour ici le petit haricot là qui va marquer le fait qu'il faut plutôt a priori tourner vers la gauche que de continuer tout droit. Particulièrement pour les poids lourds. De toute façon, alors ce sera interdit voilà. aux poids lourds. À part les agricoles. Sauf les véhicules agricoles dont il faudra qu'on mesure d'ailleurs la vraie pertinence, mais en tous les cas, les seuls qui ont vocation à effectivement continuer de passer, a priori, il y a au moins un agriculteur qui en a besoin, donc il faut qu'on lui permette de travailler quand même. Mais en dehors des véhicules agricoles, les véhicules de plus de 3,5 tonnes seront interdits à cet endroit-là. Ils seront dirigés directement. Voilà, exactement. Et donc, de toute façon, ce sera leur intérêt. Alors pour ceux qui veulent aller vers Caen, leur intérêt, ce sera de passer par là, parce qu'ils ressortiront directement sur le rond-point de la zone d'activité après. Donc, ils ont tout à gagner à passer par là de toute façon. Et nous, ça va soulager la circulation, la pollution aussi dans notre centre-ville. C'était un des objectifs du contournement donc, est de la commune. L'autre pendant, c'est le boulevard urbain de l'écoquartier des Hauts-Prés pour le contournement ouest. Donc les deux vont agir pour soulager la circulation et donc la pollution dans le centre-ville. Alors, il y aura des panneaux. Il y aura aussi, donc, ils ne sont pas figurés, là sur le dernier plan on les avait, mais il y aura des petits bonshommes ou des petites dames, peu importe, hein, qui seront positionnés donc, aux entrées-sorties de l'école pour marquer la réalité de l'école. Et donc l'idée là, c'est qu'on a retenu, c'est qu'en fait on laisse le soin aux enfants de choisir les personnages qu'ils vont souhaiter pour marquer leur entrée-sortie d'école. Oui, des petits personnages qui illustrent, je dirais, le fait qu'on va être dans un endroit scolaire avec des enfants et donc avec une vigilance accrue. De priorité.
À la promenade Thomas, ce ne sera que piéton, vélo et éventuellement trottinette. Enfin, le piéton, de toute façon, est prioritaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on affirme sur toutes les voies partagées. Par nature, c'est celui qui se déplace de façon musculaire, totale, qui est prioritaire. Mais bon, on doit travailler sur des panneaux pour cette entrée de zone 20. Mais ces panneaux-là, eux, vont intégrer les voitures aussi, puisqu'il y a encore évidemment nécessité de passer en voiture à cet endroit. Par contre, effectivement, on pourra s'inspirer de ce qui est fait là, y compris pour notre signalétique des voies partagées ou voies douces sur la commune, pour que, y compris le parcours des voies douces soit plus lisible qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce qu'on en a fait pas mal, mais on ne les a pas forcément suffisamment bien identifiés. Et les gens n'ont pas forcément la vision de par où ils peuvent passer en toute sécurité en vélo pour aller par exemple au centre-ville, alors que la plupart du temps on peut le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Juste par rapport à Agrial, en fait, le carrefour où les silos sont particulièrement esthétiques, ils se sont engagés de toute façon à remanier. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à peut-être les raser ou en raser une partie et habiller le restant, quoi. On a rendez-vous le 21, tu as vu Thierry? Ça va faire un gros costume quand même pour l'habiller parce qu'ils sont quand même assez costauds. Et surtout, ils ont plus trop d'objets aujourd'hui. Donc, esthétiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà racheté, il y avait un bâtiment à la Carre à côté des silos qui était dans un état, lui, alors près de tomber. Déjà, ça a un peu amélioré quand même la perspective de cet espace-là. Mais du coup, les silos en moins, ça serait vraiment la bonne formule définitive. Sachant qu'Agrial donc a la volonté, ça c'est plutôt positif, enfin, c'est le groupe Agrial donc pour le magasin Point Vert, de lui redonner encore un petit coup de booster. C'est un magasin qui visiblement fait partie de ceux qui fonctionnent bien dans le cadre du groupe Agrial, donc ils ont l'intention d'y réinvestir des choses, donc c'est plutôt positif de toute façon. Voilà, donc du coup on va rediscuter avec eux sur la question de l'acquisition des 78 mètres carrés là, pour la piste cyclable, et puis en même temps donc d'une opération plus globale dans laquelle ils vont aussi, eux, faire des travaux. Ils ont besoin aussi d'un peu de terrain à l'arrière. Donc voilà, il faut qu'on travaille avec eux sur la combinaison de nos intérêts respectifs en jouant gagnant-gagnant pour eux comme pour nous. Est-ce qu'il y a sur le plan, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc du coup, ce sont des travaux qui devraient se dérouler entre juin et septembre, donc il devrait débuter en juin. Alors, on va travailler par phase, sans doute, hein, parce que du coup, il y a avant la rue de l'Arbalète et après la rue de l'Arbalète. Donc, je pense qu'après la rue de l'Arbalète, on va laisser ça un peu tranquille pendant le mois de juin, parce qu'il y a encore l'école qui fonctionne. Et l'idée, c'est que, autant que faire se peut, le maximum de choses soit livré pour la rentrée de septembre. On a fait des choix, d'ailleurs, y compris en termes de matériaux, qui évitent, parce qu'ils avaient prévu de nous mettre du béton désactivé à certains endroits, sauf que le béton désactivé, il y a un mois de séchage, donc ça veut dire qu'on ferme la route pendant un mois. Donc là, on a choisi d'autres techniques, peut-être un peu moins nobles, peut-être un peu moins durables, mais plus pragmatiques par rapport au lieu et aux besoins de circulation qu'on doit maintenir à cet endroit-là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est sur un projet, c'est ce qu'on vous soumet du coup, de convention constitutive d'un groupement de commandes entre Luc-sur-Mer et Douvres, puisque la rue du Bouvarin a la particularité de marquer la frontière, enfin le milieu de la rue du Bouvarin, la particularité de marquer la frontière entre nos deux communes de Luc et de Douvres. On s'est entendu avec nos collègues lutins pour faire en sorte que sur l'ensemble des coûts de travaux, donc nous puissions donc partager à 50-50 en fait, donc le financement de ces travaux, compris d'ailleurs les travaux d'effacement de réseau, puisque bon là les poteaux sont pas encore enlevés parce qu'on a encore à travailler sur l'implantation précise des futurs candélabres, mais l'effacement de réseau va être également réalisé, ce qui fait qu'on va vraiment avoir une belle entrée de ville à cet endroit-là, qui en avait bien besoin d'une certaine façon.
Voilà, donc c'est un projet qui devrait se chiffrer entre probablement 500 et 550 000 euros au total, donc avec un partage à 50-50 entre la commune de Douvres, en fonction des réponses aux appels d'offres. C'est pour ça que j'ai un petit peu de prudence, parce qu'on a appris ces derniers temps à avoir des surprises, et pas dans le bon sens pour nous, au dépouillement des appels d'offres. Bon, mais voilà, c'est un projet qui devrait engager des financements de l'ordre de 250 000 euros pour la commune de Douvres comme pour celle de Luc-sur-Mer. Donc avec évidemment des participations financières qu'on va aller chercher, hein, puisqu'on a déposé une demande de fonds de concours à l'intercommunalité, un dossier DETR ou DSIL. Voilà, et puis on ira voir si effectivement, dans le cadre notamment de la réalisation des pistes cyclables, on peut avoir des aides complémentaires. Voilà. Donc voilà, c'est un projet intéressant. Alors c'est forcément toujours un petit peu plus long de mener des projets à 2 communes plutôt qu'à une, mais au final, on arrive à trouver, je pense, un projet équilibré dans lequel tout le monde y trouve son compte, et notre entrée de ville, tout particulièrement de mon point de vue. Sur la convention que vous avez reçue, donc avec l'invitation, est-ce que vous avez... Donc c'est la convention qui a été adoptée par le conseil municipal de Luc, hein, dans les mêmes termes que ceux qu'on vous propose aujourd'hui, puisque là aussi, on est sur la logique, évidemment, de pouvoir fonctionner dans la meilleure symbiose possible entre nos 2 communes. Et c'est vraiment c'est pas la première fois qu'on y arrive entre la commune de Luc et la commune de Douvres, mais sur un dossier concret comme celui-ci, c'est bien qu'on ait pu réussir à le faire dans l'intérêt général, et en laissant de côté nos éventuelles petites différences d'appréciation, voilà, qu'on ne manquait pas d'avoir. Sur la convention, c'est bon ? Alors, donc, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de voter pour la décision de constituer un groupement de commandes, puisque vis-à-vis des entreprises, il faut quand même qu'on se présente de façon unitaire, qu'on ne commande pas nos entreprises de façon différente. Il vaut mieux qu'on ait la même entreprise quand même qui intervienne sur le chantier, enfin les mêmes entreprises. Donc, je vais vous proposer de décider la constitution d'un groupement de commandes entre la commune de Douvres, la délivrante, et la commune de Luc-sur-Mer, relative aux travaux d'aménagement de la RD 35, rue du Bout-Varin. D'accepter que la commune de Douvres, la délivrante représentée par son maire, soit désignée coordonnateur du groupement de commandes, de valider les termes de la convention constitutive du groupement que vous avez reçue, de nommer donc un membre titulaire, donc ce serait Jackie, donc en tant qu'adjoint aux travaux, et il nous faut désigner un membre suppléant au cas où. Est-ce qu'il y a une personne intéressée ? Patrick ? OK. Pas d'autres candidats. Donc je vous propose de désigner Jackie en titulaire et Patrick en suppléant, donc évidemment, de m'autoriser à signer la convention constitutive du groupement de commandes entre donc la commune de Douvres et celle de Luc-sur-Mer relative aux travaux d'aménagement de la RD 35, et de dire que évidemment les dépenses sont prévues, sont inscrites au budget primitif 2022. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci. Donc, normalement, en septembre, nous devrions pouvoir présenter ce beau projet de façon définitive. J'ai demandé d'ailleurs à ce qu'on ne le fait pas suffisamment sur d'autres opérations. Et la mémoire collective est malheureusement souvent un peu défaillante. Qu'on prenne des photos sur l'état actuel de la rue, et pour qu'on se rende compte quand même du changement qui a été opéré. Il y a plein d'endroits aujourd'hui que les personnes pensent avoir toujours été tels qu'ils sont, alors qu'ils ont été modifiés pour beaucoup depuis finalement que quelques années seulement. Donc tant mieux, hein, les bonnes habitudes se prennent vite, mais d'un autre côté, c'est bien aussi de pouvoir voir ce qui a été effectivement réalisé, et donc notamment sur la question des voiries douces sur la commune. Je pense qu'il y a eu vraiment un effort très très important de fait depuis plusieurs années, en même temps que la réalisation donc des voiries qui ont été reprises parce qu'elles étaient en très mauvais état dans beaucoup de cas. Sujet suivant, je vous propose qu'on évoque le cinéma en dernier point. Juste un petit point sur la population. Donc, nous avons eu le recensement de la population. Donc, nous étions à 4 999 habitants en population municipale 1er janvier 2021, donc aucune intention de solde de quelque manière que ce soit, mais c'est le chiffre qui ressortait du calcul du recensement. Et donc nous sommes au 1er janvier 2022 à 4 973 habitants, donc un peu plus de 20 habitants supplémentaires, donc qui ont été
potentiellement perdus, encore une fois, du fait des effets de la décohabitation et voilà, du fait que si notre commune ne réalise pas, dans la situation présente, à peu près 40 logements par an, on est en situation de potentiellement perdre des habitants. Alors, la ZAC, alors, elle n'a pas été encore complètement prise en compte parce que le premier recensement, parce qu'on n'a pas un recensement tous les ans. Là, on est sur des calculs automatiques, en fait, liés. Mais de toute façon, on était sur une pente très descendante. La preuve en est quand même, parce que là c'est un indicateur aussi très sérieux, c'est que, bon, on n'a pas encore baissé les bras, mais il a été annoncé dans la presse, vous avez dû le voir, la fermeture d'une classe donc potentielle donc, dans notre école Diane Fossé. Donc s'il y a fermeture de classe, ça veut dire qu'on n'a pas un renouvellement de population jeune suffisante pour pouvoir nourrir les effectifs scolaires. Et donc, voilà, c'est un des impacts et une des traductions concrètes de la baisse de population. C'est-à-dire qu'on augmente en nombre d'habitats, de logements, mais pour autant, encore une fois, si on ne construit pas une quarantaine de logements par an, on perd des habitants. Donc, et ça peut aller très très vite, là, pour le coup. Hein, la descente est toujours beaucoup plus vertigineuse que la remontée, toujours. Donc, évidemment, enfin... l'espoir, c'est que ça se fasse de façon beaucoup plus, comment dire, programmative que ce qui s'est fait dans les années 75 à 95. Parce que dans les années 75 à 95, ça aussi, la mémoire collective l'oublie, Douves ne comptait que 2500 habitants en 1975. En 95, on était à 5000 habitants. Donc la population a doublé. Et on ne vit pas plus mal à Douvres aujourd'hui qu'on ne vivait à Douvres en 1975, hein, pour ceux qui pensent que de nouveaux habitants viendront forcément perturber leur quiétude et leur quotidien. Pas du tout. Au contraire, ça nous a permis d'avoir de nouveaux services, de nouveaux commerces, de nouvelles activités. Et donc, c'est important de garder cette dynamique, mais peut-être de façon moins brutale en termes d'augmentation que celle qu'on avait connue à cette époque-là, parce que là, il ne s'agit pas évidemment de redoubler la population de la commune. Hein, l'idée, si on peut, à l'issue de la réalisation totale de la ZAC, de l'écoquartier des Hauts-Prés, se trouver autour de 5600, entre 5600 et 6000 habitants, ce serait déjà très bien, ce qui représente finalement une augmentation en nombre d'habitants assez faible. Hein, c'est pas du tout dans les proportions que certains estiment. Donc voilà, on est encore, hein, dans une phase... alors c'est aussi un calcul automatique, probablement qu'au prochain recensement, j'espère qu'on verra un infléchissement de ces chiffres, hein, mais en tous les cas, si on regarde la question scolaire, on n'en est pas encore aujourd'hui à ça. Donc on va, sur la question scolaire, avoir un rendez-vous au mois de mars avec la directrice académique, donc pour essayer de faire en sorte voilà, d'éviter une fermeture de classe. Mais bon, voilà, on va amener des éléments complémentaires. On est de toute façon sur une situation fragile, là, sur les 2 ou 3 prochaines années. Donc voilà pour le recensement de la population, les chiffres donc, qui ont été donc recalculés par l'INSEE donc, au 1er janvier 2022. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on garde absolument une vision quand même dynamique de la commune, de façon à faire en sorte qu'on ne soit pas dans une spirale déflationniste, hein, parce que ça peut aller très vite. On voit les communes qui se dévitalisent, ça va très très vite. Ça ne met pas 20 ans à se vitaliser, mais ça met beaucoup moins de temps que ça à se dévitaliser. Hein. Ah oui. Oui, alors, oui, ça nous a... c'est vrai. Allô, allô. Et en fin de compte, ce qu'il va falloir, c'est que la ZAC, je pense, va être au train avant les choses, va se finir d'ici 4 ans.
Bah. Ça dépend sur le terrain. Mettons ça, mais il faudrait dès maintenant partir sur quelque chose d'autre, parce que dans 5-6 ans, on va se retrouver pareil, qu'il n'y a plus de terrain, on va dire, ah, tiens, il n'y a plus d'école, il n'y a plus ici. Il faut anticiper, même si ça ne se fait pas, déjà anticiper. Alors, je suis d'accord, mais je pense que l'écoquartier va permettre quand même de réguler en partie ce problème, parce que le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu un afflux de population très important sur un temps très court de 20 ans. Et ces gens-là, dont je fais partie, dont on est un certain nombre d'entre nous à faire partie, donc, sont arrivés avec des enfants et sont toujours dans leur maison aujourd'hui, sans leurs enfants. Donc, à un moment, ces gens-là vont chercher aussi, enfin, on va tous y passer, je pense, d'autres modes de logement que une maison qu'on aura du mal à entretenir, etc. Donc, pour une partie d'entre eux, ceux qui voudront garder leur grande maison, garderont leur grande maison. Mais du coup, je pense qu'il y aura aussi, à un moment, un patrimoine immobilier présent sur la commune qui se reconvertira sur un usage plus familial, avec la problématique de l'achat, bien évidemment, mais il y aura quand même des marges de manœuvre qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on n'a quasiment pas de biens en vente. Hein, donc, du coup, ça limite d'autant l'arrivée des familles. Et donc, bon, je pense que là, l'écoquartier, il y en a encore pour entre 5 et 7, 8 ans pour que tout soit livré vraiment. Sincèrement, je pense que ça ira pas beaucoup plus vite que ça quand même. Et donc, à cette échéance-là, je pense qu'il y aura aussi des gens qui sont arrivés dans ces années qui auront, eux, à chercher un autre mode de logement. C'est un peu le parcours résidentiel, donc, qui n'avait pas été du tout anticipé dans les mandatures précédentes, où on a fait venir énormément de gens, jeunes à l'époque. Donc, on a eu besoin de construire une école. Et pour mémoire, hein, le premier coup de fil que j'ai eu quand j'ai été élu maire, c'était l'inspectrice d'académie qui me disait « Monsieur le maire, il y en a marre. Ça fait des années qu'on dit à la commune de Douvres qu'il faut qu'elle prenne des décisions sur son organisation scolaire. On vous ferme 5 classes à la rentrée de septembre. » Le message que j'ai eu, c'était celui-là. On était en avril ou mai. Donc, on a réussi à récupérer le coup en disant non, nous, on va prendre des engagements qu'on va tenir. Ça nous a valu quelques épisodes un peu tragico-comiques, mais enfin pas trop comiques, plutôt tragiques que comiques. Donc, dans les relations avec les enseignants et avec les parents d'élèves à l'époque, hein, ça nous a valu une adjointe qui a dû quitter ses fonctions parce qu'elle était en proie à des menaces vraiment fortes. Hein. Donc, j'ai eu droit aussi, mais j'étais encore un peu plus solide qu'elle à ce moment-là. Donc, il y a eu des décisions, effectivement, qui ont dû être prises, où on a transformé Jacques Prévert en maternelle et en crèche, et Marie Curie donc en école primaire et en centre de loisirs. Voilà. C'était la première décision. Et en fait, l'école qui a été construite, Jacques Prévert, elle a été construite à un moment où c'était trop tard, finalement, parce que les enfants étaient déjà plus là, en fait. Donc, elle n'avait plus forcément son... C'est pour ça qu'il faut essayer. Alors, c'est un jeu subtil et pas facile, mais il faut essayer de faire en sorte que les choses se programment et qu'on tienne compte de la sociologie de notre patrimoine humain pour faire en sorte que on ne revive pas ces épisodes-là qui sont des épisodes difficiles, même si au final, je pense qu'aujourd'hui, on a une seule école. Et moi, je trouve que c'est vraiment très bien parce que je faisais partie des parents d'élèves à cette époque-là. Quand on entendait l'école du haut, l'école du bas, l'école des pauvres, l'école des riches, dans une commune, c'est tout juste insupportable. Donc aujourd'hui, on a une seule école, une vraie école, avec 14 classes plus une classe Ulysse. Il faut la préserver autant que faire se peut, bien évidemment. Mais alors, j'appelle le maximum des parents à inscrire leurs enfants dans l'école publique, hein, évidemment, à cette occasion. Mais du coup, je suis moins pessimiste sur les 10 à 15 ans qui viennent, parce qu'il y aura des mouvements naturels à l'intérieur de la population et à l'intérieur de la commune qui amèneront de toute façon des nouveaux publics, des nouvelles familles, de façon quasi incontournable. Voilà, donc, mais il faut aller au bout de tous ces projets-là quand même. Et puis bon, on a une résidence senior service qui doit arriver avec 120 logements, donc ils vont aussi correspondre à un besoin. Comment ? Mais si, parce qu'ils vont lâcher leur grand logement pour aller. C'est le parcours résidentiel en fait.
Parce que je pense que ce que les gens recherchent, et c'est souvent une remarque que nous avons, c'est que les gens ils souhaitent rester vivre dans leur commune, ce qui est très bien, ils s'y sentent bien, et donc il faut qu'on facilite ça, mais pas forcément dans le même logement, parce que pour différentes raisons, un logement qui est adapté à un moment de la vie, il n'est plus forcément à un autre moment de la vie. Et donc, il faut qu'on arrive effectivement à avoir ce parcours résidentiel au travers des projets, y compris celui qui doit voir le jour face à la mairie, donc avec des logements assez confortables, mais en appartement. Voilà, il y a toute une stratégie de diversification en fait de l'offre de logement qui doit nous permettre de mieux régler ces questions et de faire en sorte que les logements importants puissent être plus facilement libérés pour que des familles viennent s'y installer et génèrent un flux, un renouvellement, voilà, plus naturel. Voilà, sur ces questions de recensement de la population et d'avenir de la commune, parce que finalement, c'est l'avenir de la commune qui se joue. Hein. Si aujourd'hui la commune attire des prospects, attire des porteurs de projets, qu'on a finalement une surface commerciale dans la commune qui est vacante. C'est parce que tout simplement, il y a une dynamique aussi du côté de la construction et du côté du développement économique en même temps. Donc du coup, il faut pas baisser la garde sur ces sujets-là de façon à garder notre équipement commercial, notre équipement de service, voilà, auquel tout le monde tient, parce que ça fait partie des avantages indispensables de notre commune. Tu voulais dire quelque chose, Eric, tout à l'heure ? J'essaie. Et c'est juste qu'en effet, ce que tu dis est vrai, mais on va dire que les prix s'envolent aujourd'hui, malheureusement. Oh, pas trop, justement. Si, non, mais tu as raison. Bon, après Et justement, c'est pour ça que ça peut être difficile d'avoir des jeunes familles. Voilà. Après, il y a aussi, notamment sur les opérations collectives qu'on mène, des collectifs qui peuvent être de très bonne qualité et qui peuvent aussi permettre à des familles d'y trouver aussi leur compte. Ce n'est pas forcément la maison individuelle avec le petit terrain qui est toujours, même si c'est, je crois, ce que les Français plébiscitent encore très majoritairement, mais ce n'est pas forcément la solution à tout. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait vraiment une offre diversifiée pour pouvoir répondre à toutes les situations de famille, de composition familiale et de budget aussi, parce qu'il faut, et c'était l'objet de l'écoquartier, qu'on ait une maîtrise foncière qui nous permette de ne pas vendre les terrains à un prix trop important, parce que derrière, sinon, personne ne pourra jamais accéder à la propriété sur notre commune. Voilà. OK. Donc, je vous propose on parlait des services, du maintien des services sur la commune, donc on va en citer un qui est important, auquel je suis sûr on tient tous, hein, c'est le cinéma, donc ça fait partie de l'offre culturelle, c'est un peu une marque de fabrique aussi de la commune de Douvres. Je dirais que, bien sûr, la commune est connue par sa pharmacie, elle est connue aussi maintenant par sa baronnie, hein, depuis quelques années, mais le cinéma fait aussi partie de l'identité culturelle de la commune, et ça fait partie des services aussi. Je pense qu'une commune de notre dimension, au-delà du centre aquatique et de l'espace culturel de l'école de musique, on soit en capacité de pouvoir faire fonctionner. Donc, du coup, vous aviez demandé de vous présenter ce projet. Alors, je rappelle aussi une nouvelle fois que c'est le projet de l'association qui gère le cinéma. C'est-à-dire que ce n'est pas le projet de la commune, hein, c'est le projet de l'association. La configuration, les choix qui ont été faits, les locaux qui ont été distribués, le travail a été fait en étroite relation avec l'association. Et nous, la commune, on a comme responsabilité, et probablement demain l'intercommunalité, le portage, je dirais, immobilier et la mise à disposition donc du bâtiment, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs, puisque le bâtiment du cinéma appartient à la commune. Mais évidemment, donc, il y avait plusieurs sujets qui imposaient à l'association de réfléchir au moins à la question. Hein. Moi, je n'ai rien voulu imposer à personne. Je vais juste, il me semblait être de ma responsabilité, sachant que
dans le cadre intercommunal, nous avions réfléchi à un projet de pôle culturel, donc à proximité du centre aquatique, d'informer les membres du cinéma qu'il y avait ce pôle culturel et que si eux avaient un besoin dans ce domaine, il fallait qu'ils y réfléchissent parce que le train ne repasserait pas forcément une deuxième fois. Et donc l'association avait mis en débat cette question parce que tout le monde est aussi attaché au cinéma aujourd'hui tel qu'il est. Une valeur un peu patrimoniale que chacun a au fond de lui, moi le premier. Mais donc, pour des raisons de diffusion future de films, puisque visiblement le fait d'avoir 2 salles peut permettre quand même d'avoir plus de films et surtout sur des durées plus longues, et donc de ne pas voir la programmation chuter à quelque chose qui ne ressemblerait plus à grand-chose. Les cinémas une salle sont sur l'avenir visiblement, peut-être pas condamnés, mais enfin en tous les cas en potentielle difficulté. La preuve, c'est que le Cabieux vient d'envisager, je crois qu'ils sont même plus qu'envisagés, puisqu'ils ont lancé la construction, j'ai vu ça dans le journal là récemment, donc sur un projet de plus d'1 million d'euros, donc la construction d'une 2e salle sur l'espace sur lequel ils étaient déjà géographiquement. Bon là, nous, l'espace ne nous le permettait pas de toute façon, donc oui, l'idée a été tout de suite d'imaginer un nouveau projet, donc à côté du centre culturel, tel que le concours d'architectes l'avait imaginé au tout début, étant entendu que l'ensemble des locaux doivent répondre aussi à une problématique de l'association qui était dispersée sur plusieurs locaux dans la commune et qui donc va pouvoir là recentrer toutes ses activités sur ce seul bâtiment finalement. Il y a aussi une visibilité plus importante évidemment, et puis donc les 2 salles qui étaient plus qu'indispensable. On avait fait une étude qui avait été cofinancée par le CNC d'ailleurs, qui montrait que c'était incontournable sur du moyen terme pour pouvoir conserver une activité cinéma sur la commune. Donc, indépendamment de ce qu'on pouvait penser sur le cinéma actuel, il était indispensable de mener ce chantier. Donc du coup, les discussions ont été nombreuses. On a travaillé de façon itérative avec nos amis de l'association Le Foyer. Et donc, nous avons le bâtiment du Cube, c'est le bâtiment existant. Nous sommes en train de travailler au niveau intercommunal sur un réaménagement complet du parvis. Bon, pour ceux qui vont un petit peu au Cube, vous pouvez vous rendre compte que le parvis est pas aménagé. Voilà, on ne va pas en dire plus, mais en tous les cas, il a vocation à être bien amélioré. Donc l'intercommunalité a lancé une consultation. On a relancé un des deux lots, avec réalisation d'un parvis en grande partie paysager, et donc qui va permettre également de pouvoir accueillir des spectacles hors les murs, donc de faire du théâtre de verdure, donc à un endroit où au départ il n'était pas prévu de le faire. Mais ce parvis sera aussi un parvis partagé avec le cinéma. Ça donnera aussi une perspective sur l'entrée du cinéma, sur la sortie du cinéma aussi. C'est un lieu où les gens pourront se retrouver de façon conviviale potentiellement. Et donc l'entrée du cinéma se fera par le parvis et la sortie se fera par l'arrière. En fait, il y a un parcours qui sera le long du cinéma et qui fera repasser par le parvis ensuite. Donc il y aura une entrée et une sortie pour les 2 salles de cinéma, par l'arrière. On a... Ouais, plan intérieur. Voilà, alors ça, ce sont les 2 salles. Donc, il y a une salle qui fait 77 places, donc c'est la salle art et essai. Donc, elle est facile à trouver. Et puis, donc, une salle qui fait 188 places, donc qui est la salle cinéma plutôt grand public, on va dire, même si les 2 sujets ne sont pas forcément incompatibles l'un avec l'autre. Mais en tous les cas, ça pourra permettre des programmations beaucoup plus souples. Donc ces 2 salles seront à l'étage. Donc il y aura un hall d'accueil avec un hall d'accueil qui sera un vrai hall d'accueil, puisque dans notre cinéma actuel, vous avez pu, pour ceux qui l'ont fréquenté ces derniers temps, remarquer que le hall était quand même très petit. Puis en plus, quand il faut cibler les entrées, vérifier les passes, acheter les billets, tout ça, ça fait un espace quand même qui est
très limité et insuffisant. Mais ce hall pourra permettre aussi aux équipes du cinéma d'imaginer des petites animations en sortie de séance, éventuellement, ce qui n'est pas possible, évidemment, aujourd'hui. Donc alors ça c'est nous qui l'avons un petit peu imposé, hein, donc la grande salle ici, la petite salle ici. On a imposé donc dans la grande salle qu'on ait plus de places handicapées que ce qui était prévu initialement. Parce que c'est important que les personnes handicapées, donc il y a un certain nombre de places qui sont réservées aux personnes handicapées sur le haut là, mais plusieurs des sièges, quasiment la totalité des sièges d'ailleurs, qui seront présents là, sont démontables et donc peuvent être facilement remplacés par une zone accueillant les personnes handicapées. Et puis évidemment, il y a un ascenseur qui permet de passer du rez-de-chaussée à l'étage. Donc ça, c'est la partie haute. La salle de projection, toute la projection se trouve ici, en fait. Hein. Donc avec un seul espace de projection pour les deux. Il est là. Donc il y a un espace de projection là, un espace de projection là. Mais il y a une commande donc, qui va être mutualisée. Donc il n'y aura pas besoin de deux personnes à la commande pour pouvoir faire fonctionner les deux salles. Donc tout ça a été, là encore une fois, réfléchi avec... les compétences du cinéma qui sont bien plus grandes que celles que nous avons sur le sujet. Donc voilà, ça c'est pour les tâches. Est-ce qu'on a le plan du rez-de-chaussée, Émilie ? Ah oui, voilà, ok. Là, on a le rez-de-chaussée, exact. Donc il y a des sanitaires ici. Là, il y a une salle de réunion de bureau que n'a pas l'association aujourd'hui. Donc ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles. Donc il y a là encore un autre bureau, où il y a du rangement aussi évidemment, la billetterie sera ici, et le hall, vous voyez, le hall sera très important, c'est un hall qui est très 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 grand, et qui va permettre justement de pouvoir y stocker davantage de personnes, de gérer les entrées, les files que nous espérons ininterrompus de spectateurs venant au cinéma. Voilà, donc... un confort de travail pour les bénévoles. Il faut se souvenir que le cinéma fonctionne quand même grâce à peu près 80 bénévoles aujourd'hui, hein, Christine, c'est ça ? 80 bénévoles. Et donc, qui permet de maintenir un prix de billets plus que compétitif, donc qui permet un accès large à la culture et au cinéma. Et bien évidemment que ce sera conservé dans ce projet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on crée un nouveau cinéma avec des beaux bâtiments, avec des belles salles de projection, avec des beaux fauteuils, que le prix du billet sera différent. L'idée, c'est de rester sur des prix de billets identiques. Donc voilà, donc tous les espaces qui ont été réfléchis l'ont été avec l'association pour répondre à ces besoins, encore une fois, du fait qu'aujourd'hui, l'association se trouve avec des locaux disséminés dans plusieurs endroits, ce qui ne leur facilite pas la vie au quotidien. Et donc, voilà un peu à quoi ça pourrait ressembler, hein, sachant que c'est une première esquisse. Alors, il y a eu deux idées qui ont conduit la réflexion. C'est à la fois donc, quelque chose de très ouvert sur l'extérieur, vous voyez, il y a des grandes parois vitrées, hein, et en même temps, quelque chose qui se trouve dans la continuité du centre culturel actuel, mais qui lui apporte aussi quand même une dimension un peu plus dynamique, un peu plus festive, donc avec des couleurs. Alors, tenez pas trop compte des couleurs là, parce que ce ne sont pas des couleurs qui sont les couleurs définitives. Ni la police de caractère, je sais pas. Ni la police de caractère. Alors, ni la police de caractère, ni même le nom cow-boy, du cinéma. Ni même le nom du cinéma, qui ne s'appellera pas comme ça. Voilà. Voilà, mais l'idée, c'était de... Et alors, le parvis non plus, d'ailleurs. Le parvis, là, ce qui a été dessiné, la partie en herbe, là, ça ne ressemble pas du tout à ce que sera le parvis, hein, parce qu'il est prévu des espaces scéniques, des fauteuils de détente, voilà, un paysagement qui n'a pas été repris sur ce premier plan, là, sur cette première esquisse. Mais voilà, on voit quand même que la visibilité du cinéma en fond de parcelles va être importante, hein, puisque les gens qui viendront au centre aquatique, par exemple, ne pourront pas ignorer qu'il y a un cinéma à côté.
J'ai remarqué, Christine, que tu avais déjà garé ta voiture à cet endroit-là. Je viens de la voir. Thierry, Oui. petite question. Lorsque le cube a été projeté, est-ce que le cinéma était déjà en projet ou il s'est greffé dessus? C'était vu ensemble. Non, mais Alors, le cube, en fait, le cube, qui s'appelait pas le cube, le centre culturel à l'époque, déjà, ça a été un projet quand même qui n'a pas été simple à faire émerger sur le plan intercommunal. Donc, mêlant école de musique. Donc, l'école de musique, elle était logée dans les préfabriqués hein, qui sont derrière l'école. Là. Donc, les conditions d'apprentissage n'étaient pas non plus merveilleuses. Et puis, donc, la salle de spectacle. C'est à cette époque, hein, quand on a lancé le projet, et certains pensaient que c'était mieux d'aller voir les spectacles à Caen que d'avoir une salle de spectacle sur notre territoire. Bon. Donc, il a fallu quand même, je dirais, défendre ardemment le projet pour qu'il voie le jour. Par contre, lorsqu'on a lancé le projet, puisque le projet, c'est un projet de centre culturel, qui est dans les statuts de l'intercommunalité. Centre culturel, ça ne limite pas ça à une salle de spectacle. Salle de spectacle, c'est un des éléments du centre culturel, mais pas le seul. Donc, on s'était plusieurs battus à cette époque-là pour que le concours d'architectes, puisque compte tenu de l'importance du projet, il fallait passer par un concours d'architectes, prévoit la perspective potentielle de réalisation d'un cinéma en prolongement du cube. Donc ça ne ressemblait pas tout à fait à ça, mais le concours d'architecte qui a été retenu n'était pas si loin que ça finalement de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc de manière à faire en sorte que, y compris par rapport au choix esthétique qu'on faisait sur le cube, on puisse tenir compte d'un bâtiment qui viendrait ensuite. Et d'ailleurs, vous verrez, vous voyez là, vous le voyez, l'équilibre esthétique est bien meilleur avec le cinéma. Si on retirait le cinéma, vous voyez, on voit que le cube. On voit qu'il manque quelque chose finalement. Et le concours d'architecte, il avait été conçu là-dessus. Mais le concours d'architecte n'emportait pas le portage du projet du cinéma. le fond de la question est, est-ce que l'entreprise qui a fait le cube savait qu'il y avait une salle qui allait se mettre à côté? Alors oui, potentiellement. Alors ça s'est aussi rediscuté en cours de chantier parce que il y a la question du portage hein, du projet. Il a fallu là aussi qu'on anticipe par rapport à la compétence qui est normalement une compétence communautaire pour que le cinéma voit le jour dans des délais qui soient raisonnables pour lui permettre de continuer à fonctionner. Mais donc l'entreprise avait l'information qu'il y aurait potentiellement, en tous les cas, un équipement à côté. Ce qui n'a pas empêché d'avoir des soucis sur notamment la présence des réseaux et notamment, voilà, aujourd'hui, un des travaux qu'on mène dans le cadre du Parvis, premier travail qu'on mène dans le cadre du Parvis, c'est de reprendre les réseaux pour faire en sorte que le cinéma puisse s'implanter sans que ça gêne l'accès ultérieur au réseau. Voilà, donc il y a eu un petit loupé, un petit retard en tous les cas, mais qu'on va rattraper du coup grâce au projet de cinéma lui-même. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le projet de cinéma, bon, il nous manque encore un corps d'État là, à désigner, mais il est tout près de pouvoir démarrer. Il faut que préalablement les réseaux soient modifiés, évidemment. Donc le lancement du chantier, il est prévu, je pense, pour courant du mois d'avril, pour que effectivement on puisse le faire dans un bon timing. La livraison est prévue 18 mois plus tard. Donc normalement, entre septembre et décembre 2023, nous devrions pouvoir inaugurer le nouveau cinéma, donc qui s'appellera Ciné Nacre. Je fais pas de, je ne trahis aucun secret. Isabelle et Christine, hein, c'est le nom qui a été retenu par l'association, c'est Ciné Nacre, hein, c'est ça. Voilà. Donc, voyez, on a laissé l'association même choisir le nom du cinéma. Sachant que l'association, c'est important à le savoir aussi, y participe de façon significative dans la mesure où tous les investissements techniques, matériels de cinématographie, donc projecteurs, enfin tout ce qui permet de faire d'un cinéma un lieu où on voit des films, donc c'est l'association qui va les investir. Donc l'association
doit investir entre 400 et 450 000 euros quand même sur ce projet, ce qui n'est pas un petit investissement, et ce qui d'ailleurs va nous occasionner à prévoir une convention qui lui permette de fonctionner sur une durée minimale garantie, de façon à pouvoir retrouver son investissement initial, tout en conservant évidemment des tarifs, encore une fois, ça c'est important, qui soient très attractifs. Voilà, donc nous aurons un beau cinéma pour un prix restant bas, puisque le prix du billet aujourd'hui, Christine, c'est 4. Voilà, 4,50 € ou à 5,30 €. Donc on est loin des standards. Et on aura des salles de cinéma qui seront tout à fait comparables avec les grands espaces cinématographiques. Donc voilà, le projet du cinéma. Est-ce que vous avez des questions en dehors de... Je suppose votre volonté d'en profiter très rapidement. Pas de questions? Bon, bon bah si c'est clair, c'est parfait. Donc du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire. Voilà, donc on avait prévu effectivement de profiter de ce conseil pour vous présenter ces deux projets, donc qui vont démarrer là dans le cadre du premier semestre 2022. Voilà, donc ça aura permis à nos suiveurs sur Facebook de pouvoir aussi en profiter. Et donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne soirée, et souhaiter à ceux qui ont pu suivre le cours du conseil une excellente soirée également.